Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast et je suis très ravie parce qu'aujourd'hui on a un invité, donc Adam Nour. Alors je vais le laisser se présenter par la suite. En tout cas c'est vraiment un honneur de l'avoir ici sur le podcast. Donc Adam Nour est conseiller en naturopathie et spécialisé aussi dans tout ce qui est maladie de Lyme, maladies chroniques et autres. Et donc je pense qu'il a beaucoup à nous partager. Et donc avant de commencer les présentations aussi, déjà, bienvenue Adam, merci d'être là. Merci Élodie de me recevoir sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Ouais, merci à toi. Alors, avant de commencer, je voulais juste te poser une petite question que j'aime bien poser au début des interviews aussi. C'est est-ce que tu as un ou plusieurs rituels du matin et si oui, est-ce que tu peux nous les partager? Bien sûr. Alors oui, tous les matins, je commence ma journée avec un grand verre d'eau à température ambiante. Dans lequel je rajoute un petit peu de jus de citron pour commencer la journée avec un nettoyage profond de mon organisme. Ou bien j'alterne avec des jus de légumes, donc plutôt vert avec toujours une petite touche de sucré avec un petit peu de fruits. Et puis ensuite j'aime bien donc pratiquer ce qu'on appelle l'oil pulling, qui est une technique ayurvédique qui consiste en fait à prendre une cuillère à soupe d'huile de coco. Donc dans mon cas désodorisé parce que je suis pas très fan de l'odeur, que je garde en bouche et en parallèle donc je fais un brossage à sec pour stimuler ma lymphe et puis je fais aussi un bain dérivatif. Génial, ah oui donc super, tu commences bien la journée. Puis ensuite je m'attelle à préparer mon petit déjeuner et puis c'est parti pour la journée. Ok, super. Mais merci en tout cas pour ton partage et c'est hyper inspirant. Ça vous donnera aussi des idées justement de tous ces petits rituels à mettre en place dès le matin. Bah, du coup, maintenant, je vais te laisser te présenter en quelques mots, nous expliquer un petit peu ce que tu fais, qui tu es, la question. Ok, mais écoute, je suis conseiller en naturopathie, comme tu l'as très justement dit, donc spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de la maladie de Lyme, principalement en stade chronique. Parce que c'est surtout là qu'on a le plus besoin de l'approche globale et naturelle. Alors je ne fais pas que ça, j'accompagne aussi des personnes qui souffrent de maladies auto-immunes, en parallèle de leur suivi médical, donc ça comprend la sclérose en plaques, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde. Je fais aussi de l'accompagnement du syndrome, tel que le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie. Et puis je fais également tout ce qu'on appelle de nos jours les maladies environnementales, aussi appelées maladies de civilisation. Donc ça comprend l'électro-hypersensibilité, l'intoxication aux métaux lourds et le syndrome d'activation mastocytaire. Je fais également un petit peu d'autisme. J'accompagne des enfants qui souffrent d'autisme. Donc voilà, comme tu peux le voir, c'est assez varié, mais finalement, on retrouve bien souvent les mêmes causes sous-jacentes à toutes ces maladies. Ok, super, merci. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. En effet, tu cites plein de pathologies finalement qui ont l'air différentes, mais au final, on le verra aussi dans la suite de l'épisode, que tout se rejoint et qu'en général, on travaille sur les mêmes piliers en fait. J'ai écrit aussi le livre Lyme chronique, ma guérison naturelle. Est-ce que justement, parce qu'on serait vraiment très intéressé aussi d'en savoir un petit peu plus sur ton propre parcours à toi. Bien sûr. Bon, je vais essayer d'être le plus laconique possible, tout en gardant l'essentiel, parce que c'est vrai que c'est très long, hein, 3 années de parcours. Je suis tombé malade au mois de février 2015. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis réveillé un matin avec des douleurs dentaires, très particulières, dans le sens où elles étaient lancinantes et puis migratoires. Ce n'était pas une douleur qui était localisée, c'était voilà migratoire et puis c'était également sporadique, donc elle venait, elle partait. Alors j'ai commencé à consulter un dentiste, un second dentiste, etc. Et puis ce qui était très étrange, c'est que les douleurs ont migré donc de l'autre côté de ma mâchoire. Donc j'ai continué avec ces douleurs pendant à peu près 3 mois. Et puis ensuite j'ai ressenti donc ce qu'on appelle la crispation de la mâchoire. Donc c'est comme si ta mâchoire se bloque en fait. Voilà, je me souviens encore, j'allais à la faculté de droit à l'époque, j'étais en master 2 à Strasbourg, donc là où j'ai été contaminé. Je fais le lien après.
Et j'étais dans le tramway, puis j'ai ressenti ma mâchoire qui s'est crispée comme ça. C'était assez étonnant parce que j'avais jamais ressenti ça. Donc j'ai continué avec ces symptômes-là pendant jusqu'à l'été 2015, où j'ai fait ma première grosse crise, qui a été très impressionnante. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à ressentir de très fortes migraines. Alors je n'avais jamais fait de migraine auparavant, comme des coups de marteau, voilà, qui te martèlent le front, l'arrière du crâne, les tempes, etc., au point où je me suis évanoui chez moi. Et puis quand je me suis réveillé, j'avais des picotements dans les bras, euh, j'avais des vertiges, j'avais de la nausée, j'avais de la photosensibilité. Et je suis resté comme ça alité pendant une semaine, avec les volets fermés, parce que je ne portais plus du tout la lumière. Euh, des bouffées de chaleur un petit peu aussi. Voilà, très étrange. Donc là, il y a le médecin de garde qui arrive, parce que c'était le soir, bien sûr. Puis dans tous les cas, j'étais trop malade pour aller chez le médecin. Et qui me diagnostique une sinusite. Bon, ça paraît quand même fort pour une sinusite. Mais donc je reste comme ça pendant une semaine, et puis ça part. Ça part pas entièrement, mais on va dire à 90% que ça part. Et donc ensuite, je continue mon train de vie. Donc là, je retourne. Alors oui, alors là, je partais pour Bruxelles, justement. J'avais un stage là-bas. Je suis parti pour Bruxelles. Et puis, peut-être 2 jours ou la veille du départ, j'ai commencé à ressentir tous ces symptômes à nouveau, avec de nouveaux symptômes qui sont apparus. Ma vision qui baissait. Et puis je commençais à avoir des douleurs musculaires, osseuses au niveau des épaules, de la nuque, du haut du dos. Puis là, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Bien sûr, les médecins ont mis ça sur le compte du stress, du stage, le grand classique, malheureusement. Voilà, donc j'arrive en Belgique, je commence mon stage professionnel, et puis 3 4 jours après, ça passe. Comme la première fois. Donc tu vois, ça a commencé avec des vagues en fait. Ça passe, encore une fois, pas complètement. Il me restait un petit peu de maux de tête, un petit peu de douleur aux dents, des douleurs aux oreilles, de type otite. Voilà, et puis durant 2 mois, ça va plus ou moins. Et puis début septembre, alors là, je tombe clairement dans la phase chronique, c'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, les symptômes se sont ancrés en moi et je les ressentais tous quotidiennement et j'étais en plus épuisé. Je détaille bien dans le livre l'errance médicale, la descente aux enfers, tous les symptômes, etc. Euh, voilà, donc à partir de là, j'ai encore tenu un mois en stage et puis j'ai dû arrêter parce que c'était plus possible. J'arrivais même plus à tenir debout. Enfin, pour te dire, j'allais le matin euh, au stage dans les moyens de transport en commun et puis je m'allongeais, enfin, je mettais ma tête contre la vitre. J'arrivais même plus à tenir ma tête droite. Voilà, c'était un cauchemar. Et donc là, j'arrête mon stage et puis j'investigue davantage. Donc je continue à aller voir encore plus de thérapeutes, que ce soit alternatifs ou allopathiques. Alors je pense que je les ai tous faits, hein. Et voilà, donc je vais les voir un par un, et puis il n'y a rien qui ressort. Ce qui a été extrêmement frustrant, parce qu'il y avait clairement quelque chose qui se passait, d'un point de vue physiologique. Ils n'ont rien trouvé, si ce n'est une carence en vitamine D. Et ben c'est tout. C'est tout ce qu'on a trouvé. Donc ça et le stress. Donc pendant 2 mois et demi, je continue l'errance. Et puis avec mes parents, on se dit qu'on va partir en vacances au soleil. Donc c'était en Thaïlande en l'occurrence, pour faire un sorte de test. Pour voir si là-bas, entre le soleil et cette atmosphère qui est apaisante, déstressante, etc., les symptômes se calment. Auquel cas, on a la preuve que c'est que ça. Mais ce serait trop simple et trop beau pour être vrai. Donc, on part en Thaïlande et là, c'est encore pire. C'est-à-dire que je me réveille et je suis paralysé des membres. Mes symptômes explosent. Douleur articulaire, douleur musculaire. La liste est tellement longue. Neuropathie, névralgie, parasthésie. Euh, Pas encore de troubles cardiaques, ça viendra après.
Et donc là, je regarde ma mère et je lui dis, je vais mourir. Il faut que je trouve aujourd'hui, sinon je vais mourir. Et donc là, je pousse la recherche et je comprends que je suis atteint de la maladie de Lyme sous sa forme chronique. Donc j'avais déjà entendu parler de la maladie de Lyme, mais j'avais pas suffisamment étudié la maladie pour vraiment comprendre qu'elle pouvait donner autant de symptômes différents. J'étais vraiment resté sur, tu sais, les premiers sites qu'on voit qui te sortent les symptômes classiques, etc. Et puis je tombe sur l'interview d'un jeune américain sur YouTube qui raconte mot pour mot, enfin quasiment mot pour mot, mon histoire. Donc, c'était les mêmes symptômes à peu près, c'était la même errance médicale, etc. Et là, je me suis dit, c'est ça. C'est ça parce qu'en plus, j'avais reçu de... Tu sais, souvent, Lyme, c'est un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire que tu cherches d'abord tout ce qu'il peut y avoir au niveau organique avec les médecins classiques, et quand rien ne ressort, tu es plutôt sur du Lyme. Si en plus donc tu présentes une symptomatologie qui est multisystémique, si tu étudies l'anamnèse et que tu as été en contact avec des tiques ou dans une région endémique, etc. Et dans mon cas, donc tout ça concordait. Donc j'étais sûr de moi. Je me suis souvenu que j'avais été piqué par un insecte, donc je ne sais pas si c'était une tique ou non, au niveau du cou, quelques temps avant l'apparition des premiers symptômes. Et puis comme je te dis, j'étais à Strasbourg, qui est une région endémique. Voilà, donc là le diagnostic tombe, alors que je suis en vacances. Je peux te dire que c'était les pires vacances de ma vie. J'imagine. Et puis j'avais envie de sauter sur les antibiotiques parce que je me disais, on peut pas attendre plus longtemps. Il faut qu'on agisse. Ce qui au final, je pense, a été une bonne chose pour moi d'avoir cette isolation, cet isolement forcé, parce que du coup j'ai beaucoup étudié. Voilà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à étudier la maladie comme si je passais mon concours du barreau tous les jours. J'ai vraiment travaillé ça comme un acharné. Et puis ça a été très compliqué parce que je voyais que c'était extrêmement contradictoire l'information qu'on pouvait trouver. Donc il y a ceux qui parlent du Lyme chronique, il y a ceux qui dénient le Lyme chronique, il y a ceux qui parlent des antibiotiques, ceux qui critiquent l'efficacité de l'antibiothérapie pour le Lyme chronique. Enfin voilà, tu tombes dans un autre univers. Ouais, et puis tu lis tout et son contraire, quoi. C'est. Tu dis tout et son contraire, et déjà que toi, tu comprends, tu as du mal à comprendre ton corps, tu crois plus en grand-chose parce que tu te sens trahi par le corps médical, parfois même ton entourage qui t'a pris pour un fou qui somatise. C'est très compliqué. C'est très très compliqué d'un point de vue psychologique, traumatisant. Euh, donc voilà, j'ai commencé à étudier et comme je ne croyais plus personne, j'ai décidé de devenir mon propre thérapeute. Alors c'est pas une incitation à le faire pour les personnes qui nous écoutent, mais voilà, pour être parfaitement honnête, ça a été mon parcours. Alors j'ai pas tout fait tout seul, c'est-à-dire que bien sûr j'étais plus ou moins guidé par des personnes qui avaient une certaine expertise. J'ai contacté beaucoup de médecins, essentiellement aux États-Unis, des herboristes, des naturopathes, des personnes qui ont elles-mêmes guéri de la maladie. J'ai lu une cinquantaine de livres. Voilà, je faisais que ça. Je faisais que ça. Et donc petit à petit, j'ai mis en place un protocole qui n'était pas figé, donc qui évoluait au fil de mes découvertes et aussi de l'évolution de mon état de santé. Et voilà, j'ai procédé comme ça et j'ai avancé petit à petit. Puis ça a pris 3 ans. 3 ans pour que je sois complètement asymptomatique. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de symptômes et je dirais même que je suis en meilleure santé qu'avant d'être tombé malade. Parce que voilà, tu travailles sur ton hygiène de vie, sur ton alimentation, sur la sphère psychologique, sur tout finalement, et donc tu gagnes en énergie, en force vitale, ta peau est plus nette, tes ongles et tes dents sont en meilleure santé, ton immunité remonte, etc. Donc ça a été un mal pour un bien, ça a été extrêmement difficile, et tout au long de ce parcours, j'ai développé une passion pour la naturopathie. Et je dois avouer que je trouve également que la maladie de Lyme est extrêmement passionnante. Donc si tu veux, j'ai voulu en faire mon métier et j'ai été incité, encouragé par des thérapeutes qui ont perçu mon potentiel. Et donc voilà, j'ai transitionné comme ça vers la naturopathie. Alors même que j'étais encore malade, donc j'étudiais pendant que j'étais malade. Et j'ai donc lancé ce concept avec mon site Adam Nour qui a pour objet de partager de l'information utile et nuancée et actualisée
sur tous ces problèmes de santé modernes, en fait, toutes ces pathologies nouvelles qui émergent, et d'autre part d'en faire un message d'espoir avec mon histoire et les témoignages des personnes que j'accompagne. Donc voilà pour mon histoire. Bah écoute, merci, c'est hyper inspirant. Ça me parle beaucoup évidemment aussi, mais ouais, vraiment super inspirant. Finalement, c'est typiquement le parcours ouais, qui est incroyable parce que tu as fait vraiment de ce qui t'est arrivé une force aussi et tu en as même créé ton métier, donc c'est juste magnifique. Et puis surtout, voilà, par rapport à cette maladie de Lyme, dont on commence à en parler de plus en plus, mais quand même, hein, ça reste encore quelque chose de très... qui parfois n'est pas encore pris au sérieux, j'ai l'impression aussi, où les médecins en tout cas sont assez perdus par rapport à toutes ces panoplies en effet de symptômes, hein, voilà, tout ce que tu nous as décrit aussi. Puis aussi les tests qui sont pas toujours fiables, donc c'est vraiment pas évident. Tout à fait. Alors le problème il se situe à tous les niveaux, hein, avec la maladie de Lyme, au niveau du diagnostic, au niveau du traitement, au niveau de la compréhension de la maladie, au niveau de l'enseignement de la maladie. C'est compliqué. Tout à fait. Et je pense que toi, tu as pu vraiment explorer tout ça aussi, et on sent qu'il y a une connaissance derrière, une maîtrise du sujet. Donc voilà, tous ceux aussi qui nous écoutent, évidemment, vous n'êtes pas seuls, et c'est vraiment pour vous rappeler ce parcours, parce que voilà, j'ai un peu le même parcours que toi, on s'est vraiment débrouillé tout seul, on a étudié par nous-mêmes, on a été un peu finalement notre propre thérapeute. Mais voilà, il y a des personnes, heureusement, qui existent aussi, et qui sont là aussi pour nous accompagner. Oui, et de plus en plus. Ouais, exactement. Alors du coup, quelles sont pour toi finalement les clés fondamentales de la guérison, que ce soit pour la maladie de Lyme, pour les maladies auto-immunes, pour finalement n'importe quelle pathologie comme ça, quelles seraient les clés fondamentales que tu as envie de nous partager? Je pense qu'il y a 4 clés. Premièrement, bien sûr, la réduction de la charge pathogène globale, ce qui comprend la borréliose sous toutes ses formes, parce que c'est une bactérie qui peut prendre différentes formes. Une forme spiralée, une forme kystique, une forme intracellulaire et une forme cachée dans des biofilms. Donc ça, c'est un point qui est crucial. Il faut aussi faire baisser la charge pathogène qui est composée des co-infections. Les co-infections, qu'elles soient virales, fongiques ou parasitaires, et qui sont transmises par la tique, ou bien qui sont réactivées en raison de l'immunosuppression qui a été causée par la maladie de Lyme. Donc ça s'applique pour la maladie de Lyme, mais ça s'applique aussi pour toutes ces autres pathologies dont on parle, parce qu'il y a un fort lien entre la charge infectieuse et le développement de l'auto-immunité. Si on prend l'exemple de la borréliose de par sa forme spiralée, donc c'est comme un tire-bouchon, c'est un spiroquète. Elle peut pénétrer n'importe quel tissu. Lorsqu'elle pénètre les fascias musculaires, elle va créer de l'inflammation, et donc là on tombe dans le tableau de la fibromyalgie. Lorsqu'elle pénètre le liquide synovial qui se trouve dans les articulations, elle va créer de l'inflammation aussi, et on tombe dans la polyarthrite rhumatoïde. Lorsqu'elle va infecter la myéline des nerfs, la gaine de myéline des nerfs, et bien là on tombe plutôt dans la sclérose en plaques. Parce que, en réalité, le système immunitaire va reconnaître qu'il y a un agent, un imposteur, un agent pathogène, et va vouloir l'attaquer. Or, cette bactérie est très intelligente, et comme je l'ai dit plus tôt, elle peut prendre une forme intracellulaire. Ce qui fait qu'en fait, elle se confond avec nos cellules, et donc le système immunitaire se met à attaquer nos propres cellules. Voilà, il faut bien comprendre qu'on tombe pas dans l'auto-immunité par hasard, c'est quelque chose qui a... Tout symptôme a une explication. Le système immunitaire est intelligent, il ne va pas se retourner contre une personne sans raison du jour au lendemain. Voilà, alors pour baisser la charge pathogène globale, il faut y aller lentement mais sûrement, préférablement à l'aide d'outils sécuritaires et à large spectre, c'est-à-dire qu'ils vont avoir cet impact sur les 4 types de micro-organismes et qui ne rajoutent pas à la charge toxique globale déjà présente et qui ne créent pas de dommages par ailleurs. Donc pas de dommages au niveau de la flore intestinale, des émonctoires, du système nerveux, etc. Parce que voilà, prendre des antibiotiques sur 3 ans, bon, déjà c'est pas dans le protocole officiel, hein, et puis donc on est hors du cadre légal, et puis de toute manière c'est quelque chose qui est nocif pour la santé. Comme dirait, tu sais, cet adage, trop d'antibiotiques, les antibiotiques ne sont pas automatiques. Mais voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça l'idée. Donc ça c'est le premier point essentiel je pense.
Ensuite, il faut détoxifier le corps. Bon, ça, on en parle beaucoup. Le corps qui est saturé par les toxines environnementales. Donc là, on a les métaux lourds, les moisissures, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les additifs alimentaires et j'en passe. Et puis les toxines qui sont relâchées par les pathogènes eux-mêmes. Parce que les pathogènes relâchent des toxines lorsqu'ils sont vivants et lorsqu'ils meurent également. Donc lorsqu'il y a la lyse des bactéries. Et puis il y a aussi les toxines qui sont sécrétées par le corps en réponse à l'infection. Donc tu vois, il y a une grosse charge toxique globale qu'il faut absolument baisser parce que la borréliose et les infections froides de manière générale vont provoquer des symptômes d'une part par l'auto-immunité, mais aussi par la sécrétion de toxines. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Ensuite, je pense qu'il est fondamental, et c'est bien souvent ça qui manque, de déterminer, de traiter les facteurs aggravants. Et donc là, on va vraiment investiguer avec la personne sur les différents éléments qui auraient pu et qui peuvent encore actuellement diminuer son activité immunitaire. Et donc ça peut être des infections froides qui sont enquistées au niveau des sinus, de la muqueuse nasale, etc. D'ailleurs, on voit beaucoup de personnes malades chroniques qui ont énormément de troubles ORL, ce qui était mon cas. Des infections dentaires asymptomatiques, des cavitations Nico. Donc c'est une dégénérescence de l'os de la mâchoire suite au retrait d'une dent de sagesse. Des infections asymptomatiques au niveau des amygdales, notamment des streptocoques souvent. La présence de corps étrangers dans le corps, comme par exemple des composants de certaines couronnes dentaires qui peuvent être toxiques. Et souvent, des gros troubles digestifs. Alors ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent malheureusement. Donc ça peut être un SIBO, ça peut être une hyperperméabilité intestinale, une dysbiose intestinale, une hypochloridrie, des parasites intestinaux, de la candidose. Et puis bien souvent, c'est tout qui va ensemble. Parce que l'un entraîne l'autre. Et donc ça empêche l'assimilation des traitements. En plus de, bien sûr, créer de la toxicité, de mal absorber les nutriments de l'alimentation, de créer de l'inflammation, etc. Donc il faut absolument déterminer ces facteurs-là et les solutionner. Ensuite, le quatrième point, c'est de réparer les dommages et les déficiences qui ont été causés par l'infection. Parce que cette infection se nourrit de nutriments, se nourrit de neurotransmetteurs, d'inflammation, etc. Donc il faut travailler sur la réparation et le rééquilibrage du système hormonal, sur la reminéralisation du corps, qui est souvent carencé. Alors parfois c'était avant la maladie, et puis parfois c'est après la maladie, ou bien c'est aggravé par la maladie. Les acides gras, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la borréliose se nourrit de myéline. Les mitochondries, qui nous permettent de produire de l'énergie cellulaire, les neurotransmetteurs, qui sont les messagers de l'information dans le cerveau, et qui sont d'ailleurs essentiellement produits à partir du système digestif. L'inflammation, qu'il faut absolument baisser, parce que la bactérie se nourrit d'inflammation, dans le sens où en créant de l'inflammation, des tissus vont se décomposer, et vont relâcher des nutriments que la bactérie va utiliser en tant que nourriture. Voilà, donc réparer l'intestin, équilibrer ou booster le système immunitaire. Donc là, au besoin, parce que s'il y a de l'auto-immunité, on va pas justement stimuler. Puis travailler aussi, comme tu le fais beaucoup, sur l'aspect mental. On peut aussi guérir des blessures émotionnelles parce que, en effet, ça reste une épreuve qui est psychologiquement très, très, très impactante. Et donc il faut mener ça de manière intelligente, stratégique et sur le long terme. Et si vous faites ça, vous pouvez vous en sortir. Ouais, c'est ça. Encore une fois, finalement, on revient toujours à cette approche holistique où on va vraiment venir soutenir et travailler tous les piliers à la fois et de ne pas se focaliser uniquement sur un de ces piliers. Et finalement, tu sais, on dit souvent en naturopathie, tout part du terrain, finalement. C'est tout à fait ça. On peut appeler ça l'approche de terrain, oui. Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. Et pourquoi, est-ce que tu aurais une explication aussi, et ça on me l'a posé aussi sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que actuellement il y a autant
de maladies auto-immunes, de maladies voilà, chroniques et autres qui émergent aujourd'hui en fait? Pourquoi il y a une explosion de toutes ces maladies actuellement? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un profond changement dans notre environnement et dans nos modes de vie, qui sont devenus extrêmement toxiques et impropres aux vivants, ce qui affaisse notre immunité de manière quotidienne. Donc là encore, on peut citer les perturbateurs endocriniens, le plastique, euh, les OGM, les métaux lourds qu'on retrouve dans les vaccins, les amalgames dentaires, les poissons, etc. Le stress chronique aussi, imposé par le modèle de notre société actuelle, hein, qui nous encourage à toujours plus de concurrence, de productivité, etc. Les ondes électromagnétiques ambiantes. Alors ça aussi c'est un gros point. Et puis l'alimentation industrielle, les sols qui sont appauvris en nutriments, donc de plus en plus de carences, etc. Donc je pense que c'est cet ensemble-là qui fait que qu'on est plus à même de déclencher ou de participer au développement de maladies auto-immunes, de maladies neurodégénératives, de troubles psychiques aussi. Euh, voilà. Ensuite, il y a aussi un autre aspect qui est extrêmement important, c'est tout l'aspect microbiologique. C'est-à-dire que les pathogènes que nous abritons, qui constituent notre microbiome, et qui étaient autrefois inoffensifs, voire même bénéfiques, peuvent devenir pathogènes. Pourquoi? Parce que comme nous ne vivons plus en harmonie avec notre environnement extérieur, les pathogènes que nous abritons ne vivent plus en harmonie avec nous-mêmes et vont donc créer de l'inflammation, des dommages, de l'auto-immunité, etc. et donc des symptômes. En tout cas, on a du boulot, quoi. On a du pain sur la planche. C'est ça, il y a beaucoup de choses à changer, en effet. Revenir à, finalement, à plus notre côté naturel aussi, dans tous les sens du terme. Et un peu plus de respect aussi de tout ça. Donc ouais, il y a du taf. Alors, je voudrais partir maintenant un peu plus dans la sphère émotionnelle aussi. Tu sais bien, c'est un peu ma passion aussi. Et de vraiment plonger plus dans ouais, l'aspect somato-émotionnel, si on peut dire. Est-ce que chez les personnes que tu accompagnes, à travers les personnes que tu accompagnes, tu as pu remarquer un point commun sur justement ce plan somato-émotionnel par rapport justement à la maladie de Lyme ou aux maladies auto-immunes en général? Merci de poser cette question, qui est très pertinente et qui n'est pas souvent abordée. C'est très intéressant. Alors oui, il y a des traits comme ça qui reviennent souvent. D'ailleurs, il y a un auteur et thérapeute américain qui s'appelle Laure Bruno, qui a qualifié les malades de Lyme de Lyme people et qui a listé des caractéristiques communes, notamment des capacités artistiques. Donc c'est des gens qui sont souvent créatifs. D'ailleurs, on le voit hein, avec toutes ces célébrités qui tombent malades de la maladie de Lyme. Encore avant-hier, on a donc eu Justin Bieber. Ce qui est très bien, ça va permettre justement de faire parler de la maladie. Des capacités à prendre soin d'autrui. Des personnes souvent intelligentes, avec des capacités de médiation et de transmission, et des personnes qui sont souvent hypersensibles. Ça revient beaucoup. Donc, on remarque, enfin, moi j'ai remarqué, du moins dans les personnes que j'accompagne, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine artistique, ou bien dans les relations d'aide, ou bien dans l'enseignement, etc. Des personnes donc très humaines. Et puis, j'ai lu, il n'y a pas si longtemps que ça, un livre qui s'appelle Être un adulte surdoué, bien vivre avec soi-même et avec les autres, de Cécile Bost, et qui parle en fait du profil des personnes dites haut potentiel, qu'on appelle aussi zèbres. Alors, c'est pas forcément des personnes qui sont plus intelligentes que la norme, hein, parce que quand on entend surdoué, on peut penser ça, mais c'est plutôt des personnes qui ont une intelligence différente, plus intuitive que déductive, une intelligence du cœur en opposition avec l'intelligence froide, très analytique. Voilà, donc des gens qui ont une intelligence qui passe beaucoup par les ressentis, par l'affect. Donc le haut potentiel, c'est quelqu'un qui va avoir un goût prononcé pour la complexité des choses. Et donc si je te parle de ce livre, c'est parce qu'il y a tout un chapitre qui fait le lien entre ce profil-là et la tendance à développer des pathologies plutôt auto-immunes, euh, oui, neurodégénératives, etc. Donc voilà, et c'est des personnes donc, qui ont un besoin de réflexion, d'analyse, de profondeur, ça les nourrit vraiment. C'est des gens qui sont très intenses, qui sont intuitifs, qui sont souvent
spontanés, qui sont cohérents bien qu'ambivalents, qui ont des valeurs très fortes. Donc oui, on remarque une tendance comme ça. Alors bien sûr, il n'y a pas besoin de présenter tous ces critères ou de forcément l'être pour tomber malade d'une de ces pathologies. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort plus ou moins. Et donc de manière générale, je dirais que ce sont des gens qui ont beaucoup à apporter à la société. Et bien souvent, c'est la maladie qui va leur permettre de déployer ce potentiel, s'ils arrivent à en sortir. Et une fois qu'ils en sont sortis, ils développent bien souvent des qualités de guérisseurs. Alors guérisseurs, pas forcément d'un point de vue du magnétisme, etc., mais des personnes qui font du bien autour d'eux et qui aident l'autre. Ça résonne, hein, parce qu'en effet, je pense que j'ai un peu eu la même observation, si tu veux, à travers voilà, avec les personnes que j'accompagne aussi. Souvent, il y a en effet cette sensibilité, et encore une fois, c'est une intelligence parmi d'autres. Hein. Et c'est vraiment, il y a aussi, tu vois, cette sphère, il y a cette sensibilité qui est là. Je pense aussi au niveau finalement biologique. Et peut-être qu'il y a plus d'accumulation aussi, du coup, tu vois, un peu ce côté éponge aussi, au niveau émotionnel, mais aussi, du coup, au niveau biologique, biochimique, etc. Ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait ce profil-là qui revienne assez régulièrement. C'est très intéressant, en tout cas. Et puis, tu sais, il y a aussi la symbolique derrière tout ce qui est candidose, borréliose. Moi, j'avais étudié un peu tout ça. Et voilà, c'est vraiment les personnes souvent qui n'osent pas, et donc souvent la maladie vient aussi déclencher finalement une certaine... Enfin, c'est vraiment un élément déclencheur pour leur permettre d'oser là où elles ont vraiment envie d'aller et développer en effet soit cette partie créative ou cette partie au fond de moi, je sens que j'ai quelque chose à amener, à peut-être accompagner les autres ou autres d'une manière ou d'une autre. Hein. Et c'est souvent, la maladie vient déclencher ça en fait. Tout à fait. Et donc tu parles d'oser prendre sa place et vraiment de trouver une activité qui nous corresponde, etc. C'est vrai que c'est souvent des personnes qui sont un petit peu qui se sentent en marge et puis qui n'ont pas forcément trouvé leur voie, qui ne sont pas forcément extrêmement équilibrés parce que le modèle de notre société actuelle n'est pas ajusté à ce type de profil. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas encore dans notre société l'espace à toutes les possibilités, tous les profils qui existent en fait de pouvoir s'exprimer finalement. Et d'où tu vois par exemple les intelligences multiples, c'est vachement intéressant. Et donc en effet, il y a ce blocage aussi par rapport au potentiel de chacun de pouvoir s'exprimer, quoi. Ça c'est vraiment une belle observation aussi. Alors, il y a la question, mais si tu y as répondu, puisque de toute façon, tu es la preuve vivante aussi, mais une question qui revient souvent, encore une fois, c'est peut-on guérir de la maladie de Lyme, tout simplement, en fait. Parce que, voilà, souvent, tu vois, quand on parle de maladie chronique, souvent après un diagnostic, voilà, on nous dit, non, en fait, c'est à vie, on ne sait rien y faire, il faudra prendre des médicaments toute sa vie, être en arrêt maladie toute sa vie, et c'est compliqué. Donc finalement toi t'en es la preuve, hein, mais je te pose quand même la question. Peut-on guérir du coup de la maladie de Lyme? Oui, qui est une question très pertinente. Alors, ma réponse va être nuancée parce qu'en fait, tout dépend du stade de la maladie et de la définition qu'on retient de la guérison. C'est-à-dire que si par guérison on entend éradication complète et définitive de toutes les bactéries, alors c'est possible, mais en stade primaire. Si on ne perd pas de temps, si on prend des antibiotiques adaptés suffisamment longtemps et juste après cette piqûre de tique, donc là on est en mesure d'éradiquer les bactéries avant qu'elles ne se disséminent dans le corps et qu'elles pénètrent les tissus. Mais pour ça, il faut avoir la chance, entre guillemets, de voir la tique ou d'avoir l'érythème migrant, etc., ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens. Ensuite, en ce qui concerne le stade chronique, c'est plus compliqué dans le sens où aujourd'hui on pense qu'il est impossible d'éliminer jusqu'à la dernière bactérie dans le corps. Justement parce que c'est une bactérie qui est très intelligente, qui prend différentes formes, etc. En revanche, il est possible de baisser la charge bactérienne largement. Donc de baisser l'immunité, de baisser l'inflammation, de remonter l'immunité, de détoxifier le corps, de réparer les dommages, de traiter les co-infections. Et puis si on fait tout ça, la personne, dans bien des cas, va redevenir porteur sain, asymptomatique et parfois à vie. Donc dans ce cas-là, moi je pense qu'on peut parler de guérison. D'ailleurs, c'est la définition du Larousse hein, qui dit que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure,
avec retour à l'état de santé antérieur. C'est ça en fait, on peut avoir des personnes qui sont porteuses en effet de, voilà, de la bactérie on va dire, mais où elle est désactivée, c'est ça. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme il y a des personnes qui sont porteuses, d'ailleurs la majorité des personnes sont porteurs de la candidose, c'est pas tout le monde qui va développer une candidose chronique. Même chose pour Epstein-Barr virus. On va pas tous forcément développer un syndrome de fatigue chronique. Même chose pour le VIH. Il y a des personnes qui sont porteurs sains, il y a des personnes qui développent le sida. C'est un petit peu la même idée pour le Lyme. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui se font piquer par des tiques dans des régions endémiques, qui travaillent en forêt, qui se font piquer 20 fois par an et qui n'ont aucun symptôme et qui se portent comme des gants. Ouais, tout à fait. Mais j'en connais, hein. J'en connais qui sont piqués tout le temps et c'est vrai qu'il n'y a aucun symptôme et donc c'est ça qui est assez impressionnant aussi. Oui, et c'est vrai que moi j'ai pu aussi remarquer très souvent, tu vois que des infections ou des symptômes des maladies auto-immunes peuvent se réactiver aussi selon est-ce qu'il y a, s'il y a un choc émotionnel ou s'il y a une période beaucoup plus stressante aussi dans la vie. D'où, tu vois, l'importance vraiment de pouvoir gérer aussi toutes ces sphères émotionnelles et gestion du stress et autres. Tout à fait, tout à fait. Et je pense d'ailleurs que le choc émotionnel est la première cause de la réactivation de Lyme une fois qu'on est tombé qu'on est en rémission. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, d'où cette importance de vraiment aussi travailler toute cette sphère qui parfois, malheureusement, est souvent mise de côté, hein, parce qu'on se focalise sur la nutrition, sur les compléments alimentaires, etc. Ce qui est tout aussi important, mais vraiment de vraiment encore une fois travailler sur tous ces aspects. Alors, donc toi, tu accompagnes, tu fais des accompagnements. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu plus en détail justement ce que tu proposes et en quoi consistent justement ces accompagnements? D'accord. Donc je propose des accompagnements personnalisés en naturopathie en ligne uniquement, donc à travers Skype, FaceTime ou au téléphone, pour les personnes qui souffrent de toutes ces pathologies dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, ce sont des accompagnements en ligne, c'est quelque chose qui n'affecte pas l'efficacité de la consultation et des recommandations, dans le sens où le conseiller en naturopathie n'a pas besoin et n'est pas autorisé d'un point de vue légal non plus à ausculter la personne. Nous, on se base vraiment sur l'analyse de l'anamnèse, donc de l'histoire de vie de la personne, de ses symptômes, de ses antécédents, etc. Et on part de ça. Alors bien sûr, s'il y a des tests qui ont déjà été passés avec des médecins, on peut les étudier aussi. Et, et donc concrètement, la première séance dure 1 heure et demie. Et donc là, ah oui, avant la séance, donc j'envoie un questionnaire assez détaillé pour avoir une première idée des différentes problématiques, etc. Ce qui me permet de penser à un premier protocole. Et puis ensuite, pendant la consultation, on va plus loin dans la compréhension de la problématique de la personne, pour finalement déboucher sur un genre de rapport, donc où seront les recommandations écrites, qui comprennent des remèdes en phytologie, donc des extraits de plantes, des huiles essentielles, des bourgeons, des élixirs, etc. Ce qui est assez technique, parce que ça passe par la détermination de nombreux facteurs. La bonne synergie, c'est-à-dire la bonne combinaison de plantes, la bonne espèce de la plante, la bonne partie de chaque plante, est-ce qu'on est sur de la fleur, sur de la feuille, sur de la tige, sur de la racine, etc. La bonne forme de préparation de chaque plante, est-ce que c'est une teinture, une poudre, une décoction, une tisane froide, une tisane chaude, le dosage et le bon moment de prise. Donc principalement de la phytologie, des compléments alimentaires, des mesures hygiénistes, des conseils en nutrition et des techniques naturopathiques. Voilà, donc le programme il est dressé sur mesure, c'est-à-dire que chaque personne a un rapport qui est complètement différent. D'ailleurs, j'ai des consultants qui se sont amusés à comparer et qui m'ont dit: ah, mais c'est complètement différent alors qu'on a la même maladie, etc. Je leur ai dit: mais oui, parce que vous avez une forme qui est différente, des co-infections qui sont différentes, un terrain qui est différent, etc. Voilà, donc je dresse le rapport en fonction des symptômes, du terrain, de la constitution et du tempérament naturopathique. Aussi de la qualité énergétique de chacun. Il y a des personnes qui ont tendance à avoir froid, d'autres qui ont tendance à avoir chaud, certaines personnes vont avoir un terrain sec, d'autres humides. Le mode de vie, et puis surtout on regarde également le traitement allopathique en parallèle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication, étant donné qu'on agit toujours de manière subsidiaire à l'allopathie.
Et puis il y a également beaucoup de personnes qui se supplémentent déjà par elles-mêmes avec des remèdes en phytologie. Donc mon travail, c'est de regarder s'il n'y a pas des erreurs, s'il n'y a pas des contre-indications, s'il n'y a pas des rebonds. Donc tu vois, c'est assez... ça demande pas mal de travail. Et puis bien sûr, donc moi j'agis sur tous les axes que j'ai cités plus tôt, c'est-à-dire la réduction de la charge pathogène, de la charge toxique globale, la réparation des dommages, euh, enfin, l'identification et le traitement des facteurs aggravants. Et puis ça, on le découvre vraiment en étudiant l'histoire de la personne, qui peut remonter à encore plus loin qu'elle. C'est-à-dire qu'on va même regarder quel était le métier des parents, des grands-parents, etc., pour voir s'il n'y a pas une charge toxique qui a été transmise. Donc voilà. Voilà, et puis c'est grâce à cette méthode exhaustive que j'ai un très bon taux de réussite en accompagnement. Et puis c'est vraiment du cas par cas. C'est ça que j'adore dans ton approche en fait. Hein. C'est parce que moi-même je suis accompagnée donc par toi et c'est vraiment tu fais finalement du profilage pas alimentaire, mais je sais plus ce que tu m'avais dit. C'est ça. Ouais, c'est vraiment c'est du sur-mesure en fait. Et ça c'est juste magnifique parce qu'on est tous différents, tous uniques. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de ces approches où voilà je te donne le remède, le protocole que je donne à tout le monde, mais vraiment de partir sur quelque chose qui est vraiment sur mesure. Donc voilà, c'est une magnifique approche en tout cas que tu as développée là. Merci beaucoup. Puis j'aimerais rajouter qu'il y a aussi tout l'aspect psychologique. C'est-à-dire que je soutiens aussi mes consultants, que je les écoute énormément et que je les motive. Je les remotive parce on peut vite désespérer. C'est-à-dire que si on n'a pas des résultats rapidement, ou bien si on commence par plus souffrir, on peut désespérer. Donc je leur explique les choses, je prends le temps de bien expliquer chaque remède, le rôle de chaque conseil, parce que si on comprend pas, on peut pas s'y tenir. C'est tellement prenant et ça demande un tel investissement que si on comprend pas ce qu'on fait et qu'on n'a pas de résultats extrêmement rapidement, on arrête. Donc voilà, il y a tout cet aspect psychologique et puis les gens ont souvent beaucoup de questions à me poser. Parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'informations contradictoires et beaucoup de mystères autour de tout ça. Et en démystifiant ce qui se passe, généralement on a moins peur. Encore une fois, c'est de rendre peut-être la maladie moins dramatique, encore une fois. Prendre ça avec plus de légèreté aussi. Mais je pense que tout ce que tu viens de dire là par rapport à l'approche aussi, l'écoute, l'empathie, la présence, la bienveillance, c'est pour moi la qualité première d'un bon accompagnant, thérapeute, conseiller et autres. Je pense, sans ça, c'est l'ingrédient secret, on va dire. Tout à fait, c'est ce que je pense aussi. C'est ce que je pense aussi. Et puis, je voulais rajouter quelque chose, si je peux me permettre. Et que le but finalement, avec les consultants, c'est pas de les garder ad vitam aeternam, mais c'est de les responsabiliser. Exactement, exactement, ouais. Tout à fait. C'est que eux, finalement, aient toutes les clés pour, de manière autonome aussi, avancer sur leur propre chemin de guérison, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Ouais, c'est magnifique. Alors, il y avait encore 2, 3 petites questions des abonnés, parce que j'ai demandé, si tu veux, sur Instagram, voilà, si certains avaient des questions à te poser. Alors, il y en a eu pas mal, mais c'était souvent les mêmes qui revenaient, donc j'ai pris, si tu veux, les principales. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé du protocole médical médium, voilà, elle voulait simplement avoir ton avis par rapport à ce protocole-là. Alors, c'est une bonne question que j'ai moi-même beaucoup étudiée, parce que, bien sûr, j'avais entendu parler d'Anthony Williams, j'avais lu ses livres, je m'étais intéressé à ses différents réseaux sociaux, etc. Et je dois dire que je me porte en faux par rapport à sa position. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce monsieur. On va reprendre différentes affirmations euh, pour que je t'explique pourquoi est-ce que ça me paraît pas correct. Alors déjà, il part du principe, il affirme d'ailleurs que la maladie de Lyme est d'origine virale. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas fondé scientifiquement. La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui s'appelle la borréliose, qui est une spirochète, et qui est un pathogène avéré pour l'être humain. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des co-infections virales et que la maladie de Lyme en elle-même se comporte un petit peu, enfin, la bactérie se comporte un petit peu comme un rétrovirus ou comme un virus parce qu'elle est chronique, parce qu'elle provoque une immunosuppression, etc. Mais de manière scientifique, ça reste une bactérie.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je trouve assez dangereux, c'est qu'il affirme que les tics sont inoffensives. Donc là, il faut faire attention parce que les tiques sont porteurs de plusieurs pathogènes. C'est quelque chose qui est prouvé en laboratoire. Il y a des scientifiques qui dissèquent, qui analysent l'intériorité de la tique et qui ont trouvé jusqu'à une centaine d'infections. Et des infections donc vectorielles à tique. Et c'est quelque chose qui est très facilement compréhensible si on observe et analyse le cycle de vie d'une tique. Parce que la tique, avant de piquer un être humain, elle a ancré sur la peau de mammifères, sauvages ou d'élevage, d'oiseaux et de reptiles, et elle s'est nourrie de leur sang grâce à un rostre. Ce qui veut dire qu'en fait, elle a absorbé toutes- tous les microbes qui se trouvaient dans le sang de ces animaux pour ensuite les régurgiter directement dans le système sanguin de l'être humain qu'elle va piquer. Donc, faites attention lorsque vous vous exposez et surtout lorsque vous faites piquer, allez bien chez votre médecin et retirez la tique en bonne et due forme, enfin dans les règles de l'art. Voilà, ça se fait pas n'importe comment. Et puis prenez une photo et puis parlez-en avec votre médecin pour une antibiothérapie. Ensuite, il y a autre chose qui me dérange un petit peu, c'est qu'il fait la propagande stricte du crudivorisme végétalien. Comme si c'était la panacée pour tout le monde. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut fortement nuancer. C'est un mode alimentaire qui peut convenir à certaines personnes sur le long terme ou à certaines personnes sur le court terme, mais ce n'est pas la majorité des gens qui peuvent en bénéficier. Soit parce que l'environnement climatique n'est pas adapté, soit parce qu'ils ont un feu digestif qui est frêle, ou bien parce qu'ils ont un terrain qui est froid de manière générale, ou bien parce qu'ils présentent des troubles digestifs, une muqueuse intestinale qui est extrêmement sensible ou abîmée. Et par ailleurs, c'est à mon sens trop restrictif. Les protéines sont importantes. D'ailleurs, je te rejoins beaucoup sur ce point-là et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais été énormément séduit par ta vision de l'alimentation avec cet apport donc des trois macronutriments que sont les protéines, les glucides et les lipides. Voilà. Donc j'ai écrit un article sur cette question où je donne mon avis détaillé sur le medical medium qui se trouve sur mon site, donc adam-du6, donc le tiré du milieu nour.com, dans la rubrique article, où voilà, je vais encore plus en détail. Génial. Bah ok, merci beaucoup en tout cas pour de partager ton avis et du coup on ira lire cet article attentivement. Alors il y avait une autre question. La question, tu vois, typique quand on souffre de maladies un peu auto-immunes, chroniques, etc. C'est la question grand classique, hein, c'est que faire quand on a déjà tout essayé. Alors, elle peut être très nuancée. Moi, je trouve cette question parce que tu vois, on peut dire j'ai tout essayé, et moi, je vais être complètement honnête, je le sais bien, c'est j'ai tout essayé, mais est-ce que je suis allée au bout aussi des différents protocoles qu'on a pu me donner aussi, tu vois? Donc voilà, quelle est ta réponse à donner par rapport à cette question? Bah, ma réponse est qu'on n'a jamais tout essayé. J'adore. Voilà, et qu'il faut continuer à chercher des réponses. Euh, le monde est riche, riche en thérapies complémentaires, riche en possibilités, riche en personnes qui s'investissent pour vous aider. Il existe une myriade de thérapies. On a l'aromathérapie, l'herboristerie, l'allopathie stricte, l'allopathie holistique, la médecine ayurvédique, la médecine quantique, donc par les ondes, l'homéopathie, l'ozonothérapie, les traitements par cellules souches, bon, par contre qui sont extrêmement coûteux, l'endobiogénie, etc. Donc il y a énormément de choses à essayer. Et puis même si on a essayé quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on l'a tenu jusqu'au bout ou bien que ce protocole nous correspondait. Donc il faut surtout pas tomber dans ce genre de pensée limitante, il faut se défaire de ce genre de croyances limitantes. Ne jamais cesser d'y croire, parce que le corps est un trésor de guérison et un organisme qui est extrêmement résilient. Et il faut choisir le ou les bons thérapeutes, parce que souvent il y a un travail d'équipe qui doit être fait, et continuer son combat jusqu'à ce que vous y arriviez, et ne jamais abandonner. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et puis,
Moi, je pense que c'est un chemin aussi, tu vois. Je pense pas que c'est un... Enfin, de toute façon, je pense que la vie, en général, il n'y a pas un but à atteindre, tu vois. Genre, je pense que beaucoup de personnes sont dans l'attente de... Ok, le but final, c'est d'être en parfaite santé et de ne plus rien avoir comment dire, à explorer, même au niveau émotionnel, tu vois. Il y a aussi, par rapport aux blessures émotionnelles, à la guérison de ces blessures. Ok, est-ce qu'il y a un moment où j'arriverai à, tu vois, ne plus avoir toutes ces émotions, les blessures du passé et tout ça. Je pense profondément que c'est un chemin en fait et que au lieu de voir ça comme quelque chose, comme un fardeau, mais de vraiment voir ça comme une opportunité aussi d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Et la guérison, pour moi, c'est vraiment un chemin. Tout à fait. Je te rejoins tout à fait sur cette position et je pense que les gens qui comprennent cette notion très importante de chemin de guérison ont de très fortes chances d'arriver, enfin de cheminer intelligemment et de constamment améliorer, que ce soit leur santé physique ou mentale. Et puis tu sais, aujourd'hui, la santé parfaite, elle est quasiment inexistante, hein. Tout le monde a des petits tracas, des petits maux. Le plus important, c'est de retrouver un équilibre. C'est-à-dire l'homéostasie et d'avoir une qualité de vie qui vous permet d'être indépendant, qui vous permet de ne pas souffrir au quotidien, etc. Après, la santé parfaite, c'est une notion qui est difficile d'accès en pratique. De toute façon, si on est dans cette recherche constante aussi de santé parfaite, on passe enfin, pour moi, on oublie de vivre aussi, hein. C'est vraiment, c'est une recherche constante de perfection au final, encore une fois. Donc, Qui crée un stress d'ailleurs inconscient. oui, 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 tout à fait, hein. C'est une pression et un stress vraiment limite qui devient chronique et c'est pas bon non plus pour notre propre épanouissement. Il y avait une dernière petite question. Bon, là, c'est plus par rapport à la nutrition aussi, mais voilà, par rapport aux accompagnements, aux personnes que tu accompagnes, tu as peut-être une réponse à nous apporter aussi. Donc, c'est une personne qui a suivi voilà, le traditionnel régime sans sucre, sans gluten, sans lactose, et il y a rien ne change en fait. Donc, que faire dans ces cas-là? Que faire? Eh bien, dans ce cas-là, il faut aller plus loin dans l'investigation et dans l'expérimentation. Ça rejoint un petit peu la question précédente finalement, c'est-à-dire que il faut aller chercher d'autres réponses. Alors, si on part, si on se place vraiment sur l'axe du digestif, est-ce qu'il n'y a pas un SIBO? Est-ce qu'il n'y a pas une hyperperméabilité intestinale? Est-ce que il n'y a pas des parasites intestinaux? Est-ce qu'il n'y a pas des infections qui prolifèrent? Est-ce qu'il n'y a pas une hypochloridrie? De manière générale, voilà, il faut investiguer, regarder s'il n'y a pas une charge chimique importante à travers des médicaments qui sont pris pour d'autres problèmes de santé en parallèle. Est-ce qu'il n'y a pas une intoxication ancienne et insidieuse? Est-ce qu'il n'y a pas des allergies qui n'ont pas été détectées? Est-ce qu'il n'y a pas des déséquilibres hormonaux qui sont induits par la prise de contraceptifs? Est-ce qu'il n'y a pas une pollution électromagnétique qui est trop importante? Est-ce qu'il n'y a pas présence de moisissures dans l'habitat de la personne, etc. Donc il ne faut pas se contenter de l'aspect alimentaire, qui est une clé bien évidemment de la guérison, un des forts piliers. Mais c'est vrai que les personnes qui sont malades vont avoir tendance à beaucoup se concentrer sur l'alimentation parce que c'est une chose qu'ils peuvent contrôler. Il y a ce sentiment aussi de contrôle, ce qui est très important, mais il faut aller chercher ailleurs. Oui, c'est pour ça que je pose cette question, tu vois, moi, j'en parle tout le temps, hein, tu vois, je le vois bien, hein. On me dit, mais j'ai tout essayé, voilà, je mange sans sucre, sans gluten, sans lactose et rien ne change. Oui, mais parfois il faut aller plus loin, comme tu dis, et c'est pour ça que je reposais la question pour qu'on reparle aussi de cette notion importante de, il n'y a pas que la nutrition, et je pense que c'est parce qu'aussi c'est concret, tu vois, on peut directement agir et on a l'impression que ça va tout régler, alors que c'est bien plus complexe et bien plus complet aussi que ça aussi, donc ouais, c'était bien, je pense, de rappeler encore une fois tout ça. Et puis je rajouterais aussi que je ne suis pas sûr que les produits laitiers soient nocifs pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des produits laitiers de très haute qualité qui peuvent apporter un bénéfice même. En revanche, pour le sucre et le gluten, on évitera au maximum. C'est ça. Après le gluten, encore une fois, tu vois, le gluten pareil. Le blé ancien, il comportait très peu de gluten. C'est vraiment le blé moderne, par exemple, qui a été tellement transformé et autres, qui est rempli de gluten.
c'est encore une fois toutes ces modifications qui se sont faites en cours du temps. Mais tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il ne faut rien diaboliser. Parce qu'en fait, il y a une étude qui avait été publiée qui avait prouvé que le gluten, dans les quantités astronomiques actuelles, provoquait chez quasiment tout le monde une inflammation, bien qu'asymptomatique du système digestif. Donc dans tous les cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faut diminuer. Mais après, il n'est pas forcément nécessaire de complètement l'exclure. Moi, il m'arrive de manger du gluten, hein, et je m'en porte très bien. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. J'en ai aussi mangé là, je suis près de l'Italie, donc j'en ai mangé la semaine dernière. Ça m'arrive très rarement, mais maintenant, voilà, quand c'est occasionnel et de bonne qualité, je veux dire, ça pose pas de souci. Mais comme tu dis, on est aujourd'hui dans un excès, c'est sûr, dans l'alimentation, en tout cas, je veux dire, courante, si on peut dire. Dans l'alimentation industrielle, c'est sûr qu'il y a un excès. Donc, tout est une question, encore une fois, d'équilibre. En tout cas, je voulais te remercier vraiment du fond du cœur. Vraiment, merci d'avoir pris ce temps pour nous partager tout ça. C'était vraiment un épisode hyper riche. C'était vraiment un plaisir de t'écouter aussi et d'apprendre encore. Donc, merci à toi. Merci à toi, Elodie, d'avoir pensé à m'inviter. J'espère qu'on va toucher et aider un maximum de personnes. Ouais, j'espère aussi du fond du cœur. Et de toute façon, on travaille aussi en équipe. Et je sais que moi, quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui ont en effet ces pathologies, moi, je suis évidemment, je peux les aider à travers l'alimentation, la gestion émotionnelle, etc. Mais je suis limitée dans la sphère naturopathique. Donc, c'est là aussi où on peut collaborer ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, évidemment, je vais mettre tous les liens pour te retrouver aussi via ton site internet, les réseaux sociaux et autres. Donc n'hésitez pas à aussi aller découvrir tout le travail d'Adam qui est juste magnifique. Je vous mettrai tous les liens en dessous du podcast, en dessous aussi de la vidéo YouTube. Et puis... encore un grand merci à toi, Adam. On se retrouve très bientôt. Merci à toi aussi, pour ton écoute. Vraiment, merci d'avoir écouté cet épisode. Et puis surtout, n'hésite pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à en parler autour de toi. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode du podcast. Prends soin de toi et ose briller. À très vite.